Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Alors que la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine LGBT n'ont jamais été autant d'actualité à l'école, eh bien nous recevons la préfète et déléguée interministérielle Sophie Élyséon qui vient de présenter un plan national de lutte contre toutes ces discriminations. Ce sera en première partie d'émission. Parents joyeux, enfants heureux, c'est le titre du dernier ouvrage d'Isabelle Payot. Elle nous donnera toutes les astuces pour rendre votre quotidien plus harmonieux avec vos enfants. Enfin, dans sa chronique Quoi de neuf sur les réseaux, Loïc Landreau reviendra sur les réactions suscitées par la nouvelle proposition du gouvernement d'interdire réellement l'accès aux sites pour adultes aux mineurs. Loïc Landreau qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonsoir Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec les tout derniers chiffres relatifs aux atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires. Oui, c'est le baromètre mis en place par le ministère de l'Éducation nationale à la rentrée 2022, avec donc une légère hausse au mois de décembre. 363 signalements ont été recensés contre 353 en novembre. Pour plus de la moitié, ils concernent des collèges. Et en janvier, forte baisse, pourrait-on dire, 280 signalements seulement, toujours principalement dans les collèges. La plupart de ces atteintes concernent le port des signes et de tenues religieuses, mais aussi des contestations d'enseignement et des provocations verbales. Des parents en colère maintenant, un peu plus de 2 ans après la mort de leur fils en cours d'EPS, ils demandent justice. Il avait 13 ans, il était dispensé de sport à cause d'un problème cardiaque, mais ce 1er décembre 2020, il est forcé à courir. Il fait alors un malaise cardiaque et décède 2 jours plus tard à l'hôpital. Hier, ses parents se sont exprimés dans les colonnes du Parisien et ils se demandent encore comment leur fils a pu prendre part au cours alors que sa maladie était connue de tous ses enseignants. Ils n'ont aucune réponse aujourd'hui, ni de la justice, ni de l'éducation nationale. Pourtant, le professeur de PS a été mis en examen quelques jours après le drame. Oui, pour homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou les règlements. Mais depuis, aucune sanction n'a été prise contre lui et il a été replacé dans un poste administratif. Les parents demandent simplement à la justice d'agir et je cite, que les personnes qui ont commis des fautes soient punies. En Saône-et-Loire, cette fois, un élève de 10 ans refuse de retourner à l'école. Tout simplement parce qu'il est harcelé par le même jeune garçon depuis le CE1 et que l'établissement n'a ni sanctionné ni renvoyé le harceleur. D'autant que dès le mois de décembre 2021, plusieurs parents avaient déjà alerté l'école pour des coups et des brimades répétées sur leurs enfants. Une réunion est alors organisée avec tous les acteurs pédagogiques, mais dès la rentrée suivante, le harcèlement reprend de plus belle, particulièrement sur cet enfant de 10 ans. Décision est prise de le scolariser à la maison, ce qui est vécu comme une véritable injustice par ses parents, qui estiment que c'est au harceleur de quitter l'école. Une plainte a été déposée, mais selon 2 médias locaux, l'écolier harceleur s'en est déjà pris à quelqu'un d'autre. Affaire à suivre. C'est justement pour combattre toutes ces formes de harcèlement qu'Olivier Giroud et Brigitte Macron se sont engagés ces derniers jours. Ils sont les visages et la loi de l'association e-Enfance qui propose aux jeunes, à leurs parents et aux professionnels des interventions en milieu scolaire et des formations sur les risques de cyberharcèlement, cybersexisme et autres formes de cyberviolence. On va écouter Olivier Giroud qui nous parle des raisons de son engagement. Bien sûr qu'on a un devoir d'exemplarité par rapport à tous les Français, notamment les plus jeunes, pour leur donner l'exemple, tout simplement, bien se comporter, respecter les règles sur le terrain, respect, humilité et travail, qui sont des valeurs que j'essaye d'inculquer à mes propres enfants. Et encore une fois, moi qui suis papa de 4 enfants, ce harcèlement scolaire, cyberharcèlement me touche énormément. Donc si moi aussi ma voix conjuguée à celle de Madame Macron peut faire bouger les choses, c'est maintenant qu'il faut agir. Et pour l'occasion, l'association a promu un nouveau numéro d'aide, le 3018, ainsi qu'une application mobile qui est également intitulée 3018. On termine sur un tout autre sujet. La FCPE alerte sur la fermeture de centaines de classes à Paris d'ici la rentrée 2023. C'est un communiqué qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux aujourd'hui. L'Académie de Paris prévoirait 187 fermetures de classes dans 180 écoles, dont 56 classes situées en réseau d'éducation prioritaire. Dans le même temps, seules 16 ouvertures seraient prévues. Et si j'utilise le conditionnel, vous l'avez peut-être remarqué, c'est parce que ces chiffres n'ont pas encore été officiellement communiqués par la CAN
l'Académie de Paris, mais ils ont déjà largement circulé dans la communauté éducative selon la FCPE. Le principal argument de ces fermetures serait la baisse importante de la population, donc du nombre d'élèves à Paris, notamment depuis la pandémie. Merci Loïc. La déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine LGBT est sur notre plateau. C'est Sophie Élyséon. À tout de suite. Sophie Élyséon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes préfète et déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine LGBT, d'où l'abréviation DILCRA que l'on voit à l'antenne pour bien que tout le monde comprenne. Il y a quelques jours, Elisabeth Borne, donc notre première ministre, a présenté un plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine. L'objectif général, bien sûr, c'est de faire en sorte que toutes ces discriminations n'existent plus dans un monde idéal, mais on espère y arriver. En tout cas, vous faites en sorte qu'on y arrive. Et cela passe, comme souvent, par l'école, l'éducation, évidemment, de nos enfants, qui sont les futurs citoyens de demain. Sur le volet éducation, vous proposez un certain nombre de mesures. Déjà, la lutte contre toutes ces discriminations dont on parle, je les répète. Donc, le racisme, encore très présent en France, l'antisémitisme, de la même manière, et la lutte lutte justement anti-LGBT, de haine anti-LGBT, pardon. C'est une histoire d'éducation, selon vous ? Bien sûr. Alors, c'est une histoire d'éducation et de formation. Pour rester focalisé sur la question du racisme, de l'antisémitisme et des discriminations liées à l'origine, le ministère de l'Intérieur rend chaque année public, autour du 21 mars, le nombre de plaintes déposées pour des faits racistes, xénophobes ou antireligieux. Et en 2021, il a dénombré 12 500 faits. Mais dans le même temps, une enquête qui s'appelait jusqu'ici Cadre de vie et sécurité, toujours diligentée par le ministère de l'Intérieur, nous indique qu'en réalité, ce sont à peu près 1,2 million de personnes qui, sur une année, sont victimes d'actes racistes, xénophobes ou antireligieux. Donc on voit bien qu'il y a une ampleur du phénomène. Et donc forcément, il s'agit de quoi faire ? Il s'agit de changer les mentalités, de porter un regard différent sur l'autre, de le voir comme une version possible de nous-mêmes finalement. Et donc forcément, ça passe par l'éducation dès le plus jeune âge. Alors, nous vivons dans une société qui est de plus en plus difficile, ça n'a échappé à personne. Il y a une guerre, évidemment, en ce moment, qui se joue en Europe, qui impacte nos vies. Une pandémie, bien entendu, qu'on a vu arriver et qui a été très, très lourde pour tout le monde, car on n'a pas saisi la mesure tout de suite et on s'est rendu compte à quel point nous étions fragiles face à ce virus et à plein d'autres, bien entendu, avant, mais des générations bien plus lointaines. L'attrait, l'autre, l'entraide, l'intolérance, enfin, on voit à quel point tout ça, c'est fragile. Est-ce qu'il s'agit de consolider justement les liens entre les gens au maximum ? Oui, alors l'ambition, c'est vraiment d'abord de partir de ce qui fonde finalement le racisme, l'antisémitisme ou les discriminations liées à l'origine, et qui sont donc des idées préconçues, des stéréotypes, des préjugés qui laissent penser que parce qu'on est de telle couleur de peau ou de telle appartenance religieuse, on aurait des compétences ou des aptitudes, ou au contraire, on serait privé d'un certain nombre de compétences et d'aptitudes. Et pour re-questionner, ringardiser finalement les stéréotypes, l'idée c'est d'être en capacité, d'abord à travers l'enseignement de l'histoire plurielle de la France. La France, c'est le pays qui mouille dans les 7 mers, comme je dis souvent, et donc qui a une histoire liée au continent africain, au continent américain, à l'Asie, enfin à la terre entière en réalité. Et donc dire que la France est composée de personnes d'origine multiple depuis toujours, c'est un moyen d'ores et déjà de dire aux élèves que l'autre n'est pas un ennemi, mais qu'au contraire, c'est grâce à lui qu'on s'enrichit. Ça, c'est une première étape. Et rencontrer ces personnes d'origine diverse dans l'histoire de France, à travers leur participation à la défense de la France dans les conflits internationaux dans lesquels nous avons été engagés, c'est aussi un moyen
évidemment d'enseigner différemment l'histoire et, encore une fois, de travailler l'altérité, l'empathie. Et donc, je rebondis juste sur ce paragraphe-là par rapport à l'histoire. Justement, l'histoire enseignée à l'école, elle est difficile aujourd'hui. Certains professeurs rencontrent des difficultés pour enseigner certaines périodes de l'histoire. Qu'est-ce que vous dites à ces enfants qui refusent aussi, ce qu'ils entendent aussi à la maison peut-être, ou ailleurs, qui remettent en question, et en même temps, c'est aussi cela, l'éducation aussi qu'on a, c'est de se dire, se poser des questions, et apprendre à réfléchir, apprendre à penser autrement. Et donc, voilà, quand on est jeune, on se dit peut-être par moment, j'ai pas envie d'entendre telle chose, j'ai pas envie de... Mon professeur, je ne le suis pas sur tel cours. Comment répondre à ces élèves? Alors, il y a plusieurs manières. La première, effectivement, et c'est une des nouveautés du plan que la Première ministre a présenté le 30 janvier, c'est d'être en capacité, finalement, d'aller vivre cette histoire sans forcément avoir à écouter ce qu'on n'a pas envie d'écouter. Et vivre cette histoire, c'est participer à des cérémonies commémoratives et c'est effectivement être en capacité aussi d'avoir une visite d'un lieu de mémoire et d'histoire au moins une fois dans sa scolarité. L'autre manière, c'est d'être en capacité aussi de se dire que l'école, elle est aussi là précisément pour mener à questionner mes certitudes, parce que c'est comme ça que je grandis, c'est comme ça que je forge mon intelligence, c'est comme ça que je forge mon esprit critique. Et donc, le simple fait de dire « je ne veux pas l'entendre » n'est pas suffisant. Il faut être capable, par exemple, d'argumenter le pourquoi je ne veux pas l'entendre. Donc, inciter les élèves, finalement, à faire de la recherche pour pouvoir éventuellement contre-argumenter. Et avoir des professeurs qui soient à l'écoute aussi de cela. Mais pour autant, les faits historiques, eux, sont indéniables. C'est-à-dire qu'un fait historique ne peut pas être nié, contesté ou retravaillé. Il existe, il est gravé dans le marbre. Pourtant, il a été contesté longtemps. Certains ont contesté la Shoah pendant très longtemps. Certains ont contesté des périodes de l'histoire très gravement. C'est ce qui est condamné en France, on s'en souvient. Et ce qui est condamné, et il y a des condamnations qui sont prononcées. Donc, revenir avec les élèves sur le fait que l'histoire, ça n'est pas une opinion, c'est une réalité attestée par les historiens. Pour autant, après, effectivement... questionner pourquoi c'est important, par exemple, de se souvenir de ce qu'a été la Shoah et du projet qu'elle représente. C'est important parce que, de toute façon, c'est ce qui construit les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui. C'est une partie de l'histoire de France, indéniablement. Mais en sachant cela, ça nous permet aussi, sans doute, à l'avenir, de pouvoir saisir dans l'histoire de notre quotidien les signes avant-coureurs pour empêcher que des événements terribles comme la Shoah puissent se reproduire. Je ne dis pas qu'on y parviendra. Sondage IFOP révèle que 34% des jeunes disent que le génocide des Juifs est trop abordé dans les programmes scolaires et que le premier lieu d'agression verbale antisémite est l'établissement scolaire. Oui, et dans le même temps, puisque c'est une étude qui a été commandée par l'UEJF et rendue publique en septembre 2022, je crois que c'est 86% des moins de 25 ans en France savent de quoi on parle quand on parle de la Shoah. Donc, l'ambition derrière, c'est de transformer cette connaissance, effectivement, en pratique d'acceptation de l'autre, de fraternité, parce que c'est dans la fraternité que les combats se gagnent, et non pas dans une pratique de rejet. Alors là, on parle effectivement, par exemple, de période de l'histoire, de racisme, d'antisémitisme. Concernant la question de la haine LGBT, il y a un adolescent de 13 ans qui s'est suicidé parce qu'on le harcelait à cause de son homosexualité. C'est le fameux Lucas dont on a beaucoup parlé récemment, mais il y en a eu d'autres avant, malheureusement. Tout cela, comment aussi aborder cela, ces questions-là, à l'école, dans le cadre de l'école, en fonction des âges aussi, car on ne parle pas de la même manière à un enfant de primaire qu'à un lycéen. Comment faire et quelle est votre action aujourd'hui au sein donc de d'ILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, pour que les choses justement avancent, évoluent? Alors là aussi, évidemment, il n'y a pas que ça, mais ça passe aussi par l'éducation sur la question de la lutte contre la haine anti-LGBT, avec peut-être cette information importante, c'est que finalement, globalement, de manière générale, les jeunes générations
sont peut-être plus au fait, plus informés que leurs parents finalement sur les questions de genre. Notamment. Et donc, il y a en effet des interventions au milieu scolaire qui sont proposées dans les établissements scolaires. Il y a un certain nombre également d'observatoires qui sont installés dans les académies. Et j'étais cette semaine au comité de pilotage de l'observatoire pour prévenir la haine anti-LGBT de l'Académie de Paris, qui fait un travail remarquable depuis 2019 sur ces questions et qui est en capacité à la fois évidemment d'apporter par des interventions scolaires des réponses aux questions que les élèves se posent, mais également d'outiller, d'accompagner, de former les enseignants et les personnels pédagogiques au sens large, parce que là, effectivement, sur ces questions-là, il y a sans doute aussi un enjeu plus fort d'éduquer et de former les plus âgés, la génération des parents dont je fais partie, par exemple. Et oui, parce qu'en fait, effectivement, ils ne sont pas informés. Et vous le dites très très bien. Finalement, les enfants, alors qu'ils soient, peu importe l'âge, soit sur les réseaux sociaux, soit avec, pourquoi pas, l'accès, effectivement, à la presse. Et d'ailleurs, ça me permet de parler de la semaine de la presse à l'école. Vous proposez que le 21 mars devienne la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. J'en viens finalement au début de cette phrase, à la priorité, qui est de me dire, mais comment est-ce qu'en 2023, on peut encore se dire que d'avoir une pensée raciste, une pensée homophobe, une pensée anti-LGBT en l'occurrence, ou autre, en tout cas discriminante, peut encore exister avec tout ce que l'on sait et avec l'accès qu'on a justement à l'information et à la culture? Je crois parce que précisément... ce sont des sujets, si on veut changer les mentalités, et je fais souvent le parallèle avec l'égalité entre les femmes et les hommes, si on veut changer les mentalités sur ces questions-là, il faut pouvoir avancer de front dans tous les domaines. Ouais. Donc dans le domaine de l'éducation, mais également dans le domaine en dehors de l'école. Et je l'ai vu à l'œuvre sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Si ce que vous enseignez à l'école n'est pas repris ou bien est contredit à l'extérieur de l'école, au club de sport, au club de théâtre, à la maison, au cinéma, dans les lectures que vous avez, sur les réseaux sociaux, eh bien évidemment, tout ce qui aura été dit à l'école, vous allez le perdre. Donc il y a un vrai enjeu à pouvoir avancer sur tous ces champs dans le même temps. Mais vous avez cette impression, pardon, excusez-moi Sophie Lisant, vous avez l'impression qu'en fait à l'école, les enfants apprennent des choses que l'on ne retrouve pas dans la vie civile plus tard? Pour le coup, il suffit sur nos questions en tout cas de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, il suffit de se promener quelques instants sur un réseau social XY, je ne donnerai pas de nom ici, oui, pour voir le déversement de haine, d'agressivité, d'agression, enfin, c'est catastrophique. Alors les réseaux sociaux, c'est un petit peu à part, et dans la société civile dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous le sentez, par exemple, on a vécu une élection présidentielle juste avant, il y a quelques mois, est-ce qu'on peut dire là qu'on a vu, à la fois dans les discussions, ce que l'on voit à l'Assemblée, même aujourd'hui, dans les débats qui sont houleux, qui sont très durs par rapport à la réforme des retraites, est-ce qu'on le sent que les propos sexistes, les propos diffamatoires, est-ce qu'encore aujourd'hui, on est porté aussi par certaines personnes qui devraient avoir un comportement exemplaire et qui ne l'ont pas? Je dirais que la situation se tend. C'est-à-dire qu'en réalité, même si à travers son indice global de tolérance, la Commission nationale consultative des droits de l'homme laisse penser qu'effectivement la société française dans sa globalité est de plus en plus tolérante, ce dont on s'aperçoit, c'est que celles et ceux qui ne le sont pas le deviennent de moins en moins. C'est-à-dire que ceux qui ne parlaient pas commencent à parler et ceux qui parlaient en viennent aux mains. Et donc, effectivement, parce que nous vivons dans un monde qui est beaucoup plus ouvert qu'il y a quelques années, et c'est tant mieux, les jeunes, les élèves sont plus confrontés. Ouvert dans le sens de l'accessibilité, oui, on parce est d'accord. Que pas mentalement, malheureusement, et c'est ce qu'on recherche, justement. Ouvert dans le sens de l'accessibilité. Voilà, aujourd'hui, je prends mon téléphone et j'accède à ce qu'a pu dire je ne sais pas quel homme ou femme politique à l'autre bout du monde, ou je ne sais pas quel individu à l'autre bout du monde, ce qui n'était moins vrai avant. Mais c'est intéressant parce que ça permet aussi d'accéder à la connaissance partagée à l'autre bout du monde. Mais il faut savoir faire le tri. Mais il faut savoir faire le tri. C'est ce qui peut être fait effectivement pendant la semaine de la presse et la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme qui donc débute ou se tient autour du 21 mars, donc qui est la journée internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination. Avoir une date
Avoir une date ancrée comme ça, c'est très important pour que les jeunes se rendent compte qu'il y a une vraie prise en compte des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. C'est une date symbole pour mettre en lumière tout ce qui se fait et tout ce qui pourrait se faire sur ces questions-là, mais comme on le dit souvent pour le 8 mars, ça devrait être tous les jours. Le 21 mars, ça devrait être tous les jours. Le 17 mai, ça devrait être tous les jours également. Alors, vous proposez également d'intégrer des contenus sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, l'anti-ziganisme aussi, dont on parle peu et qui pourtant existent beaucoup. Bref, toutes les discriminations que l'on voit, on parle évidemment de la haine anti-LGBT aussi que l'on voit partout, toutes ces discriminations qui sont des petites phrases, des petits mots, des gestes très forts, des propos que l'on retrouve aussi chez certains hommes et femmes politiques. Et donc, vous proposez effectivement pour enrayer ces discriminations, en tout cas tenter de les faire disparaître, que dans toutes les formations des jeunes comme le SNU et le service civique, il se passe des choses symboliques comme celle-ci et qui apprennent finalement davantage sur la citoyenneté. Tout à fait. Former les jeunes, former aussi leurs encadrants. Ça fait partie de la capacité d'avancer sur les deux fronts. Évidemment, le moment du SNU ou du volontariat en service civique, c'est un moment où on s'engage, où on se mobilise, où on offre son temps pour les autres. Et c'est sans doute le meilleur des moments pour aborder nos sujets et se dire que le temps offert peut aussi servir à lutter contre le racisme, l'antisémitisme, la haine anti-LGBT, ou en tout cas à porter un vrai combat pour la fraternité. Et puis le service civique, c'est aussi un endroit où on est tous à peu près au même niveau. Il n'y a pas de question ni effectivement de couleur de peau, ni de race, ni d'endroit où on vient, etc. On est là pour, a priori, en tout cas c'est comme ça qu'on l'imagine de l'extérieur, défendre des idées, des valeurs. Et c'est ce qu'on devrait avoir aussi à l'école et pour autant entretenir la différence. Comment on arrive à se dire que la différence n'est que positive et qu'en même temps, on est tous égaux et on a tous cette ambivalence, surtout chez les plus jeunes, elle est compliquée à expliquer. Moi, je pense que c'est pourtant assez simple. C'est-à-dire que le contraire d'égaux, c'est inégaux. Ça n'est pas indifférent. Et donc, c'est un peu d'ailleurs aussi la devise de l'Europe, c'est être unis dans la diversité. Et c'est ce qui, encore une fois, je parlais de l'histoire des migrations en France, c'est vraiment ce qui fait la richesse de la France aujourd'hui, c'est sa capacité, effectivement, à être peuplée de gens d'origines complètement diverses. Et c'est ce qui ajoute des compétences, c'est ce qui ajoute la capacité à parler plusieurs langues. C'est vraiment à voir sous cet angle-là. Et notre égalité, c'est une égalité en droit qui signifie tout simplement que les hommes et les femmes en France, quelle que soit leur origine, leur orientation sexuelle, leur identité de genre, mais aussi d'autres critères, eh bien, sont égaux devant la loi et ont les mêmes droits et donc doivent avoir la possibilité d'exercer ces droits pleinement, simplement et en toute sécurité. Cette délégation que vous représentez, donc, qui, je le rappelle, lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, coopère avec le Conseil de l'Europe. Quel est le rôle justement de l'Europe là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut attendre aussi des autres pays? Alors, 46, hein. Oui, nous sommes un peu nombreux, mais donc la délégation fait partie du comité des recteurs sur l'antidiscrimination pour la diversité et l'inclusion, que j'ai la chance de présider pour cette année. Et nous travaillons donc pour proposer des recommandations au comité des ministres pour qu'effectivement ils soient en capacité d'adresser aux États un certain nombre de recommandations pour avancer sur les sujets d'antidiscrimination, de diversité et d'inclusion. Donc, des recommandations qui, après, par exemple, pour nous, ont alimenté le plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine, mais pourront alimenter le prochain plan de lutte contre la haine anti-LGBT, puisque la ministre Isabelle Rome a lancé les travaux d'élaboration de ce plan le 25 janvier dernier. Donc, c'est à partir des travaux d'analyse des bonnes pratiques dans les différents pays, d'analyse des difficultés rencontrées dans les différents pays sur tel ou tel sujet, et bien que les recommandations sont élaborées. Si elles sont reprises par les institutions politiques, et bien ensuite elles sont adressées aux pays et les pays sont engagés à suivre ces recommandations à travers des plans d'action, des stratégies
ou d'autres types. C'est ce qui diffère d'ailleurs. Le Conseil de l'Europe a plus une consultation culturelle, si j'entends bien, plus que l'ONU qui soit plus politique, économique. Pour le coup, au Conseil de l'Europe, on va rester de toute façon à l'échelle de l'Union européenne, alors qu'évidemment, enfin de l'Europe, alors qu'évidemment l'Organisation des Nations Unies, elle, est à une échelle plus large. Et pour autant, moins de pays membres. et effectivement, là, on est sur un travail de recommandation, donc qui ne s'impose pas de manière autoritaire, alors que, par exemple, lorsque nous sommes allés rendre compte de la bonne mise en œuvre de la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale devant l'ONU, eh bien, c'est une convention que nous avons ratifiée, donc ça nous engage. Donc effectivement, on n'est pas exactement dans la même relation. Mais pour autant, les recommandations qui sont faites aux pays membres du Conseil de l'Europe sont globalement plutôt suivies, puisque ce sont ces mêmes pays qui ont participé à les écrire. Ça prend un peu de temps, mais elles sont... Eh bien, écoutez, si vous êtes d'accord, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques mois pour voir l'évolution, justement, de ce plan et de tout ce que vous allez pouvoir faire pour lutter contre le racisme qui est bien trop présent encore en France et en Europe et partout dans le monde, ainsi que l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, l'antiziganisme, enfin, toutes les discriminations que l'on voit partout. Merci beaucoup, Sophie Élyséon, d'avoir été avec nous sur le plateau du Grand JT. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve. Tous les matins, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous propose des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Vous venez de le dire, on parle d'intégration. Là, aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est que l'inclusion se mette en place réellement. Parents, profs, élèves, élus, Patrice Boisfer vous donne la parole chaque jour dans le MAG pour aborder une thématique clé de l'éducation. L'idée, c'était de dire, vous pouvez le faire, c'est une volonté. Chaque jour, faites bouger le monde de l'éducation dans l'école du futur. Avec ses invités, Marjorie Paillon inspire vos enfants et les guide vers les métiers de demain. Le goût de l'effort qui est absolument nécessaire de développer chez un enfant, on peut le proposer avec un outil numérique. Tous les soirs dans le Grand JT, Virginie Guillaume débriefe de l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Et j'espère qu'un jour, on y arrivera, le jour où on aura suffisamment un parcours de citoyenneté solide et qu'on aura donné aux jeunes de 16 ans la capacité de voter avec tous les outils dont ils ont besoin. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui se confie sur ses souvenirs d'écolier et sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. En réalité, ça va être des ordinateurs, des tablettes, du numérique. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Isabelle Paillot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue clinicienne du travail et des méthodes d'apprentissage. Quel sujet de rêve pour nous. Vous allez revenir souvent, encore et encore. Parents joyeux, enfants heureux. Alors j'avais mis mes petits doigts sur les insertions précises parce que j'ai plein de choses à vous raconter sur ce livre. Parents joyeux, enfants heureux, paru chez Vibert. C'est le titre donc de ce dernier ouvrage. Un livre sur le bonheur, c'est un vaste sujet. Est-ce que être heureux déjà, ça s'apprend? Oui, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est d'ailleurs naturellement, nous, on a quand même un moteur qui est quand même super, qui s'appelle la joie. Donc ça, c'est plugué en nous tous. C'est une belle énergie. Mais cette joie-là, on peut la laisser se tarir, en tout cas s'endormir, si on n'en fait rien. Et la joie, c'est vraiment le moteur du bonheur, le bonheur au sens de se sentir heureux. Mais ça veut dire qu'on est avec la joie et la tristesse, par exemple, on est avec ces émotions-là déjà de fait? Oui, on a toutes les émotions pluguées en série dans chaque humain. Donc la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût. Donc les 5 émotions de base qu'on retrouve dans l'excellent film, le dessin animé Vice Versa. Et donc on a ça en nous naturellement. Mais c'est vrai qu'on a plus d'émotions inconfortables, la tristesse, la colère, etc.
que d'émotions agréables comme la joie. Et on a tendance à être plus sur nos émotions difficiles que sur celles-ci. Et quand on entretient cette joie-là, vraiment, on peut sentir le bonheur au quotidien. Génial, l'entretien. Moi, je n'imaginais pas qu'on pouvait entretenir sa joie. J'imaginais qu'on pouvait y réfléchir, qu'on pouvait y penser. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ces notions-là, mais entretenir sa joie, alors justement, tout est dedans. Vous proposez ce livre comme un outil. On va pouvoir écrire ses propres définitions, ses pensées, se rendre acteur à travers justement la réflexion. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, si on attend que le bonheur nous tombe sur le coin du nez... on risque d'attendre assez longtemps dans le quotidien. Moi, je me suis un peu focalisée sur la question des parents, mais ça vaut pour tout le monde. La joie, elle s'entretient avec des toutes petites choses au quotidien, parce que le bonheur et le grand bonheur, on le saura qu'à la fin de notre parcours sur Terre. Hein, on pourra dire c'était vraiment chouette, ou bof, je remets une pièce pour recommencer à nouveau. Mais c'est pas facile quand on est... Vous parlez du quotidien. Il y a les grèves, il y a la guerre un peu partout, oui. Il y a des séismes, il y a le travail où peut-être ça se passe pas bien, il y a les enfants qui sont malades, il y a les enfants qui sont en colère de leur journée, qui les déversent sur nous. Oui. C'est quand même un challenge d'aller chercher la joie, de la trouver et de l'entretenir dans un contexte qui n'est pas facile. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose de courageux d'aller chercher la joie, parce qu'en fait, on pourrait se laisser aller à tout ce que vous avez listé en disant « mais la vie est terrible, au secours, etc. » Sauf que je n'ai pas de prise là-dessus. Moi, j'aimerais pouvoir arrêter la guerre en Ukraine. Je n'ai pas les moyens de le faire. J'aimerais que les grévistes soient un peu moins en grève, même si c'est légitime, etc. Donc, je subis certaines choses. Et pour autant, comme je n'ai pas la main là-dessus, je peux l'accepter comme un fait en disant certains jours, c'est plus problématique, je n'ai pas le train que je veux, et le lendemain, mon train roulera normalement. Donc, je vais porter mon regard sur certaines choses. Je peux porter mon regard sur tout ce qui dysfonctionne et râler, être insatisfaite, et je n'ai pas de contrôle là-dessus. Ou bien je peux porter mon regard sur quand même tout ce qui va bien. Et bien sûr, il y a des jours où les trains n'arrivent pas à l'heure, mais très souvent, ils arrivent à l'heure. Donc, c'est vraiment une question de point de vue. Et la vie, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas que noire ou que joyeuse. Hein. On n'est pas dans la petite maison dans la prairie. Et même chez eux, il y avait des soucis. Oui, hein. La beaucoup. famille Ingalls avait beaucoup. Ah bah oui, Marie, elle a perdu la vue. Voilà, donc c'était un peu difficile. Marie Ingalls. Quelle culture, mon cher. Je reviens effectivement au livre « Parents joyeux, enfants heureux ». Vous parlez beaucoup effectivement de ce qui se passe dans la tête, dans l'esprit, de ces moments du verre à moitié plein, à moitié vide. Mais il y a aussi ce qui se passe dans le corps. Et c'est un des premiers chapitres du livre. Le bonheur, c'est dans la tête et surtout dans le corps. Il n'y a, et je cite, d'heureux que ceux dont l'âme imprègne, illumine le corps et vit en symbiose avec lui. C'est Pierre Chabonneau qui a écrit ça. Oui, c'est ça. C'est qu'on est toujours en train de penser, et on pense beaucoup. Hein, notre machine à penser est toujours super active. On est un peu comme des petits ballons d'hélium, on n'est pas très installé dans notre corps, et nos pensées, elles vont souvent nous emmener vers de l'anxiété, de l'anticipation anxieuse, etc., des idées noires. Et quand on se réinstalle dans le corps, quand on respire, quand on sent qu'on est présent, etc., il y a quelque chose qui s'apaise et qui se pose. Donc, apprendre à nos enfants et apprendre à nous-mêmes à vraiment s'installer dans le corps, c'est ce qui a été fait par tout le courant de la pleine conscience, de la méditation de pleine conscience, mais déjà au quotidien, d'être vraiment présent, de s'installer dans le corps, ça permet d'arrêter cette machine, cette petite moulinette mentale qui nous entraîne parfois vers du noir. Donc, être présent, voilà, c'est déjà se poser. Et puis, ce que je disais, la joie, c'est pas mental du tout. La joie, c'est à l'intérieur du corps. C'est vraiment quelque chose qui s'active. Qui doit jaillir, en fait. Et qui jaillit, effectivement, quand on lui laisse la place de le faire. Alors, on parle aussi des sources d'enchantement. Oui. Alors, les sources d'enchantement, c'est très intéressant. Racontez-moi, parce que je ne peux pas lire entièrement le chapitre, on n'a pas le temps, malheureusement, mais on parle, évidemment, d'ouvrir ses sens, d'emmagasiner ses émotions, ses sensations. Alors, ce qu'il y a, ça rejoint ce qu'on disait sur le corps. Le corps, c'est vraiment notre antenne à sensations. On sent le froid, on sent le chaud, on sent la table qui est lisse, la douceur d'un plaid tout doux, etc. Plein de choses sympas. On peut avoir ces sensations gustatives aussi. Donc, notre corps emmagasine les sensations et vient ensuite réveiller des émotions. Donc, plus on va aller se frotter à nos sensations,
et nos sensations douces, j'allais dire, qui nous font du bien, plus on va cultiver cette joie intérieure et ce bonheur. Et donc, dans le livre, je mets ça, là, de faire son Amélie Poulain. Vous savez, Amélie Poulain, elle mettait la main dans les grains de café, et rien que de l'imaginer, on peut sentir ce que ça fait. D'autres aiment bien mettre les mains dans le sable l'été. Donc, c'est ces sensations-là qui nous ramènent vraiment à nous-mêmes, à notre corps, et qui nous font nous sentir vivants, parce que c'est ça aussi être... Vous parlez du chat qui ronronne, d'un rayon de soleil voilà, qui nous illumine et dont on s'imprègne, l'odeur de la pluie un jour d'été, la douceur de mon coussin, j'ai lu mon cousin, je me dis non, de mon coussin poilu, le goût de la fraise quand je la croque, l'odeur des bougies, un mojito en terrasse, évidemment réservé aux parents. Et attention, l'alcool, ça peut être dangereux, consommer avec modération toujours. Effectivement, c'est ces petites choses-là qui font que tout d'un coup, on se ressaisit de ces moments de célébration. Mais je reviens au titre quand même essentiel, parents joyeux, enfants heureux. Finalement, il y a une question aussi qui est verticale, c'est une transcendance, c'est-à-dire que parce que le parent est joyeux et qu'il va chercher ces petites sources d'enchantement, ces petits bonheurs, tel Amélie Poulain, qu'il va transmettre ses émotions, ce bonheur et cette possibilité de faire jaillir ce dont vous parlez aux enfants. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on croit toujours qu'on va donner des leçons à nos enfants. Alors, on fait des leçons sur la vie, etc. Bon, on se rend compte très vite. Moi, je vois dans mon cabinet, il y a des enfants qui me disent, moi, mes parents, je mets sur mute et je les vois faire. Donc, ils n'écoutent pas du tout. Donc, en fait, les leçons, ils n'en ont rien à faire. Parce que de temps en temps, c'est pas intéressant ce que racontent les parents. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on est un peu relou des fois. Bah oui. C'est vrai. On peut faire la même non, mais chose. surtout que ce sont des imitateurs plus que des... Ils sont plus sensibles à refaire ce qu'on fait de positif. C'est la pédagogie de l'exemple, exactement. Ils nous regardent plus qu'ils nous écoutent. Donc, s'ils nous voient joyeux, contents, s'émerveillant de rentrer quelque part et dire « cette odeur de chocolat, c'est magnifique ». Donc, s'ils nous voient nous enchanter régulièrement, ils vont être en miroir avec nous. Et donc, ils vont cultiver aussi cette joie en eux et se sentir heureux, parce qu'ils vont se sentir reliés à leur environnement, ils vont se sentir reliés à nous en tant que parents. Donc, c'est ça aussi, c'est un parent qui est joyeux donne un exemple, et nos enfants, ils n'ont qu'une envie, c'est que ça se passe bien, que la vie soit belle, qu'on les aime et qu'ils nous aiment. Donc, c'est vraiment revenir à des bases. Or, quand on est parent, il y a une espèce de sérieux qui s'installe en nous. On a une grosse responsabilité qui nous tombe sur la tête. Et avec la responsabilité... On se déconnecte des petits plaisirs. Oui. Et la légèreté, c'est ça. On devient rabat-joie, on devient très pénible. Et on se voit pénible. On dit, moi, je ne me sens pas du tout pénible. Moi, si. Je me dis, ouais, je ressemble à ma mère un peu. C'est ça. Et donc, alors qu'on peut cultiver son côté joyeux qu'on avait déjà enfant, tout en étant très responsable et sérieux. Hein. Les deux vont ensemble. Je vous conseille activement de lire le livre d'Isabelle Payot, Parents joyeux, enfants heureux, cultiver la joie et le bonheur en famille, ça marche. C'est des petits conseils très précieux, de bonnes choses à lire, la liste, les bravos, les celebration box, enfin tout. Il y a de tout et c'est à lire aussi bien seul qu'avec ses propres enfants d'ailleurs. Oui, il y a des choses à faire ensemble, voilà. Parce que justement ça recrée du lien. Et puis de vous retrouver effectivement, pourquoi pas au cabinet si besoin est. Oui. J'ai cru comprendre que vous aviez noté déjà Je vais lire le bouquin et le transmettre autour de moi. Merci beaucoup Isabelle Payot d'être venue sur le plateau du Grand JT. Allez, c'est à vous, cher Loïc. C'est à vous de nous raconter ce qui se passe sur les réseaux. Loïc, il y a une information qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux ces derniers jours. En fait, les sites pornographiques, on en a parlé hier, les sites pour adultes donc, vont être réellement interdits aux mineurs. Oui, et le mot le plus important dans ce que vous venez de dire, c'est réellement. Parce que depuis les débuts de l'Internet, la régulation du porno, c'est une grande fumisterie. Vous dites les débuts de l'Internet, vous? Les débuts de... Oui, tout à fait. C'est monsieur l'Internet. Oui, c'est monsieur l'Internet. Bonjour monsieur, oui, bien sûr. Les débuts des Internets ou de l'Internet, on peut dire les deux d'ailleurs. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une grande fumisterie parce qu'on arrive sur le site et là, on nous demande un peu bêtement, as-tu 18 ans? Dis donc. Mais le jeune, il a 11, 12, 13 ans, il va pas dire non. Il va dire oui. 11 ans. Mais oui, 11 ans déjà? Oui, en fait, en moyenne, figurez-vous qu'actuellement, un jeune est confronté au porno à 11 ans en moyenne aujourd'hui. C'est pour ça que je prends cette base. Donc, un jeune qui a 11, 12, 13 ans, il va pas répondre non. Il y a juste, en fait, à cliquer sur « Rentrer ».
et c'est fini. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une grosse fumisterie, il n'y a pas de régulation, n'importe qui peut y aller. Et on sait aussi que le porno est très partagé et regardé même sur les smartphones, dans les cours d'école, au collège et au lycée. Donc il y a un vrai sujet. Donc ça y est, le gouvernement a pris les choses en main. Oui, mais il y a d'abord eu un premier pas qui a été fait en mars 2022 par l'Autorité publique de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, donc, qui est anciennement le CSA, avait saisi la justice pour faire interdire 5 sites pornographiques accusés de ne pas assez empêcher l'accès aux mineurs. Sauf que, au lieu de trancher dans le vif et de dire « ok, on ferme », le tribunal a dit « ben vous allez parler ». Vous avez discuté, ça s'appelle une médiation. Le problème, c'est que l'ARCOM n'était pas du tout ni préparé, ni censé mettre en place des équipes pour aller voir ces sites porno qui souvent d'ailleurs ne sont pas français, pour dire bon, qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc, ils ont été un peu chafouins et le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin si la justice ne les aide pas. Évidemment. Est-ce qu'il y a un rapport aussi du Sénat ? Oui, il y a un rapport qui a été fait en septembre dernier. Plusieurs sénatrices ont travaillé sur un rapport qui s'appelle « L'enfer du décor » qui décrit tout le mal que l'industrie du porno fait à nos enfants en termes de perception de la femme, de relations sexuelles, de violence, de domination. Et à la suite de ce rapport, la secrétaire d'État en charge de l'enfance, Charlotte Cobel, que vous avez d'ailleurs reçue il y a quelques semaines sur ce plateau, avait d'abord imaginé conditionner l'accès aux sites porno à l'utilisation d'une carte bleue. Donc en gros, via une transaction de 0 ou 1 euro, ça pouvait confirmer l'âge de l'internaute. Mais c'est une idée qui a été jugée assez imparfaite par la CNIL, qui voit beaucoup de problèmes, notamment de sécurité et d'anonymat. Et bien, qu'est-ce qu'il nous reste ? Alors, il nous reste l'initiative qui a été annoncée mardi par le ministre délégué au numérique, qui s'appelle Jean-Noël Barrot. Dans les semaines et mois qui viennent, le gouvernement va mettre en place une attestation numérique. Alors, pour l'instant, on ne sait pas trop à quoi elle va ressembler, mais le principe pourrait être le même que lorsque vous faites un achat en ligne et quand le site vous demande de vous authentifier via l'application de votre banque. Donc, ça peut être un SMS, un code à taper, ou ça peut être un QR code. Ça peut être ça aussi. Donc, la technologie serait la même. Quand on va sur un porno, on nous demande de nous authentifier. Il y a aussi une piste qui consiste à passer par les opérateurs télécoms, qui, eux, savent si on est majeur ou mineur, tout en gardant bien sûr l'anonymat des utilisateurs. Et puis il y a aussi la piste d'une application tiers qui serait conçue par une entreprise française, qui serait une sorte de passeport sur votre téléphone pour accéder à des contenus adultes quels qu'ils soient, comme une sorte de passe sanitaire en gros, mais pour le porno. C'est ça, et qui ferait vérifier en fait par une autre logique, c'est la banque, c'est l'assurance, effectivement, l'âge. Alors pour enfoncer encore un peu plus le clou, Jean-Noël Barrot souhaite aussi que tous les ordinateurs et téléphones commercialisés en France soient équipés d'un système de contrôle parental par défaut avec ce type de technologie. Exactement, c'est ça. Alors le procédé va d'abord être présenté à la CNIL et à l'ARCOM dans les jours à venir avant d'être soumis au Conseil d'État. Mais d'ici septembre, à la fois ce système de contrôle parental va être implémenté et mis en place, mais aussi cette fameuse application, ou en tout cas cette espèce de passeport technologique aussi, ce qui devrait donc permettre à nos enfants d'être protégés du porno et de garder leur innocence qui est quand même un petit peu précieuse. Oui, mais alors sur les réseaux sociaux, évidemment, certains spécialistes n'y croient pas du tout. Oui, alors ils mettent en avant plusieurs arguments. Pourquoi les sites porno se conformeraient à ce nouveau procédé alors qu'il est dans leur intérêt économique de laisser le plus de monde possible entrer ? Ça, c'est une première question. 2, les mineurs sont de plus en plus experts en numérique et ils peuvent utiliser un VPN. Un VPN, c'est un réseau qui transite en fait par plusieurs pays et qui permet de faire croire que notre ordinateur n'est pas français. Et donc, s'il n'est pas français, il n'est pas soumis à la législation française et il peut rentrer sur n'importe quel site. Ou alors même les jeunes peuvent changer leur adresse IP. L'adresse IP qui est un peu la carte d'identité de notre ordinateur ou de notre smartphone et qui dit que nous sommes français. Donc, ils peuvent entrer quoi qu'il en soit sur le site. Et donc, la troisième, c'est qu'ils ne croient pas toujours à l'anonymat des données qui sont transmises à l'application tiers ou via les opérateurs de téléphone. Certains parlant même de contrôle des masses. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas parfait. C'est vrai qu'on est encore en train de tâtonner, mais au moins, il y a quelque chose qui est mis en place et on serait d'ailleurs, la France, Cocorico, les premiers dans le monde à utiliser ce type de passeport numérique pour permettre aux mineurs d'être protégés de tout ça et de faire qu'il n'y ait que les majeurs, les grandes personnes, ceux qui savent ce qu'ils vont chercher pour aller sur ce genre de site. Et puis il y a un quatrième argument, si je peux me permettre, c'est que les sites, pour la plupart, comme vous l'avez dit au début, ne sont pas français. Et oui. Donc il n'y a aucune raison, effectivement, qu'ils acceptent ce que demande le gouvernement, l'ARCOM et effectivement Monsieur Barrot. Oui. Voilà, bon, mais c'est un petit pas quand même. On avance, on peut voir le positif. Tout à fait, on est là pour ça d'ailleurs, pour y réfléchir tous ensemble. Ouais. Je ne sais pas si nous on apportera vraiment notre grain de sel, mais en tout cas, voilà, on y réfléchit. On devrait inviter Monsieur Barrot
pour en parler avec lui. L'invitation est lancée. Oui. Merci beaucoup Loïc en tout cas. Là, il est l'heure de retrouver Malika Ménard pour Souvenir des colis. Justement, alors Mozart l'Opéra Rock, ça arrive comment puisque c'est en France, que toi tu es au Canada? Alors moi je suis au Canada, donc tu me demandais comment je vivais, j'ai fait un peu tous les jobs, j'ai été serveur notamment, puis grâce à mon diplôme, j'ai quand même réussi à trouver un vrai job un peu dans le marketing, dans la liste de vente, ce genre de choses, mais ça me plaisait vraiment pas. Ça devenait un peu difficile à vivre pour moi de le vivre, et donc je me suis... j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis dit, je vais essayer de faire que de la musique tous les jours pour essayer vraiment de percer, quoi. Et je me suis fait repérer sur MySpace, donc un des premiers sites de réseaux sociaux où on pouvait poster nos musiques, et je me suis fait repérer sur ce site-là par les casteurs de Mozart l'Opéra Rock. Tu prends ça au sérieux au début quand tu reçois le message? Assez rapidement, je me rends compte que c'est une vraie opportunité parce que je connaissais le nom de Dovatia, parce qu'il avait fait à l'époque notamment La Nouvelle Star. Et donc je connaissais ce nom-là. Qui t'a porté bonheur par la suite? Ouais, bah oui, de ouf. C'est un peu ton mentor, non? Oui, on a travaillé pendant longtemps ensemble, ouais. Je l'ai retrouvé, moi, sur La Légende du Roi Arthur. Combien de temps après, justement, cette seconde Roi Arthur musicale? Ouais. Roi Arthur, c'était en 2015. C'était 4 ans après, 3 ans après, 3-4 ans après Mozart. Oui, donc vous n'êtes pas vraiment lâché, quoi. Non, ouais. Et du coup, donc, ils te contactent sur Internet, mais tu dois venir passer des castings ou des essais. Donc tu fais un aller-retour pour... Et là, tu sens que que ta vie va changer? Je sens qu'ils sont très intéressés, mais moi, je vivais au Canada, et puis... Tu es toujours avec ta copine? Ouais, je suis toujours avec ma copine. Pour qui t'es plaqué? Tu vois, la je me suis pareil. Mince alors. Bah ouais. Alors pour le coup, après c'est la vie, mais c'était peut-être le moment aussi où ça allait pas forcément aller plus loin entre nous. C'était le moment. Après c'est le destin. Bah, ça faisait 4 ans, un truc comme ça, 3, 4, 5 ans. Et moi, je leur disais que non, je rentre au Canada. Moi, j'ai ma vie au Canada, j'ai mon visa que je dois renouveler. Si je rentre pas à telle date, je vais pas pouvoir rentrer. Et je crois que ça a fini de les convaincre que... Il te fallait toi, absolument. Ouais. Parce que tu voulais pas tant que ça. C'était maintenant ou jamais. Et c'est un carton. Ouais. Toi, après, tu as même une reconnaissance, l'Energy Music Award, révélation francophone de l'année en 2010. Ouais. Tout va très vite, j'imagine, à ce moment-là. Comment tu vis les choses? Moi, plutôt bien, même si parfois ça peut aller un peu trop vite, c'est vrai. Je l'ai vécu très bien, tant qu'on était en troupe, tant qu'on était tous ensemble. Et en plus, j'avais eu l'habitude de ça avec mes groupes, de vivre tous ensemble, de partager le poids des tâches, mais en même temps du succès, etc. Et de se retrouver tout seul, à un moment, de partir en solo, ça peut être effrayant, mais en même temps, c'est ce dont j'avais rêvé toute ma vie. Et donc, voilà, on vit les choses à fond. Tu es toujours en contact avec la troupe Ouais, bien sûr. Alors pareil, les chemins se séparent un petit peu, mais de temps en temps, on se retrouve. Ouais. Et après, de la deuxième comédie musicale? J'ai fait d'autres rencontres sur cette deuxième comédie musicale. Bah oui, tu as rencontré ta femme. J'ai rencontré Zao, voilà. Ça, c'est la belle histoire. Bah oui. Et justement, est-ce que c'est peut-être cette comédie-là qui va plus te marquer, finalement? Bah, elle m'a marqué d'une manière assez différente. Mozart, elle m'a lancé, c'était un peu la chose, l'événement un peu inespéré dans ma vie, que j'avais poursuivi toute ma vie. Et puis la deuxième, le Roi Arthur, sans elle, j'aurais pas rencontré ma vie, j'aurais pas cette vie que j'ai aujourd'hui, je ne serais pas papa. Et donc, de la même façon, je suis éternellement reconnaissant de ce que la vie a bien voulu me mettre sur mon chemin. C'est encore une comédie de Dovatia? Oui. Donc lui, oui, Dovatia, ouais, c'est vrai, j'ai une il belle t'a étoile, lancé, hein. Il te fait rencontrer ta femme, la mère de ton enfant. Ouais, c'est... Ouais. Donc justement... Si tu nous regardes, Dove, merci. Bien sûr, il te regarde. Et là, vous êtes encore en contact? Par exemple, quand tu décides de lancer ton nouveau personnage, est-ce que tu lui en parles? Est-ce que c'est quelqu'un que tu consultes? Non, pas sur ce projet-là. En plus, ce projet-là, je l'ai commencé, moi j'étais au Canada, donc je vis encore un petit peu au Canada. Ironie du sort, donc Zao est canadienne, donc je suis retourné au Canada. Vous êtes reparti vivre au Canada? Bah, elle est canadienne, elle vit au Canada, et donc quand on a commencé à se rencontrer, on faisait plein d'allers-retours, voilà. D'accord, mais là vous êtes où? Bah, on vit entre le Canada et la France. Encore maintenant? Ok.
Donc du coup, c'est plutôt à ta femme que tu parlais de ton projet finalement. Ouais, Elle est bien dans sûr. le même univers que toi. Donc. Mais exactement, c'est avec ma femme notamment, ouais. Je pense avoir de la chance. On m'a dit à un moment au début, quand on était ensemble, fais attention, c'est dur d'être deux artistes ensemble. Moi, je pense qu'au contraire, c'est une chance. On comprend ce que vit l'autre. Les moments difficiles, les moments où on travaille énormément, et puis on partage les succès aussi. Et vous n'avez pas envie de faire quelque chose ensemble? On l'a fait sur le roi Arthur. On a fait Naïm. On se fait. Ton fils. Ouais, exactement. Ouais. On écoute beaucoup les choses l'un de l'autre et ouais, on s'aide beaucoup, on en parle beaucoup. C'est cool ça. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Florent Mothe pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Il y a un rôle qui est assez déterminant, qui a beaucoup changé, c'est qu'auparavant, les enseignants avaient peut-être un petit peu plus de temps à accorder aux jeunes de milieux défavorisés. Aujourd'hui, moins, et la Covid est passée par là notamment, et on est encore un peu contraint par ça, mais les enseignants ont moins de temps à accorder aux jeunes issus de milieux défavorisés, ont moins les billes aussi, ont moins les clés pour comprendre ce qui se passe dans l'enseignement supérieur. Parce qu'eux-mêmes sont confrontés à cette complexification, eux-mêmes sont confrontés au fait que maintenant, sur Parcoursup, il y a, je ne sais plus combien, 20 000 formations proposées et qu'on se noie là-dedans. Oui, c'est énorme, et du coup, il y a une espèce de marché de l'angoisse de l'orientation qui est en train d'émerger, et effectivement, c'est compliqué même pour des enseignants de s'y retrouver. Et c'est dommage parce que pour les jeunes les plus défavorisés, ce qu'on sait, c'est que c'est souvent les enseignants qui ouvraient les portes. Voilà, pas la famille, pas forcément des proches qui eux-mêmes faisaient avec ce qu'ils avaient comme information. Ceux qui ouvraient les horizons et le champ des possibles, c'était souvent les enseignants. Et on a absolument besoin de retrouver ça. Aujourd'hui, les jeunes vont beaucoup sur Internet pour s'orienter. Alors, il y a des acteurs publics, il y a des acteurs d'intérêt général comme Article 1, il y a des acteurs privés, tout le monde a sa place, sauf que pour les jeunes, c'est pas évident de s'y retrouver, savoir qui est désintéressé et qui ne l'est pas. Et effectivement, il y a un vrai sujet de marché de l'orientation, comment rendre ça plus transparent, plus lisible et plus accessible. Donc, un petit côté trop d'infos, tu l'info finalement. Même si évidemment, ça froisse. C'est pas parce que l'information est en ligne qu'elle est accessible à tout le monde, évidemment, il faut la décrypter. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Gaël, nous aider à y voir plus clair sur cette tectonique des plaques qui, une fois de plus, a prouvé sa dangerosité? On a plusieurs plaques, un conflit de plaques sur cette zone-là. On a la plaque arabique, la plaque anatolienne, la plaque africaine, la plaque eurasienne. Donc c'est une zone active. Ces plaques, faut imaginer, la croûte terrestre, elle représente 1 à 2% grand maximum de l'ensemble de l'épaisseur de la plaque. On est sur maximum en dessous des gros massifs montagneux à 70 km. Tout le reste, c'est le manteau. Et ces plaques, elles glissent les unes sur les autres et elles créent des failles en fait sur lesquelles on va avoir de l'énergie qui va se libérer de temps en temps. Alors quand on a souvent des petits séismes, c'est mieux parce que ça veut dire que l'énergie se libère progressivement au moment où ces plaques elles glissent les unes sur les autres, où elles entrent en conflit, elles se cisaillent, elles montent les unes sur les autres, où elles se séparent. Donc ça, c'est des séismes d'origine tectonique, tels que ceux qu'on a connus là. On a d'autres formes de séismes qui peuvent être volcaniques. Et donc là, ce sont des volcans qui vont créer de l'activité sismique. Dernier épisode en date, là, c'est les séismes à Mayotte, 2018, depuis 2018, depuis mai 2018, avec ce nouveau volcan français qui est né, ce volcan sous-marin qui est né au large de Mayotte, à 50 km. Et on a des séismes qui peuvent être aussi liés à des glissements de terrain, à de l'activité humaine aussi, sur de la prospection minière ou de la prospection géothermique. Bref, là, on a toutes les raisons en fait qui peuvent générer des séismes. Là, dans le cas de la Turquie et le nord de la Syrie, on a une faille qui a pendant été longtemps silencieuse. Donc, l'énergie de ces deux plaques qui entrent en conflit s'est accumulée et s'est libéré brutalement avec une profondeur malheureusement d'épicentre assez proche de la surface. On est à peine quelques dizaines de kilomètres, à 17 ou 18 kilomètres de mes souvenirs. Ce qui fait que on a cette énergie qui va se propager beaucoup plus en surface que si évidemment l'épicentre était beaucoup plus profond.
Quels sont les métiers du secteur de la cosmétique? Alors tout d'abord, les cosmétiques sont les produits qui sont en contact avec le corps. Donc ça peut être des produits de soins pour le visage, pour la peau, pour les cheveux, des produits d'hygiène et des produits dentaires. Dans la cosmétique, on distingue plusieurs types de métiers, ceux de la recherche, ceux de la fabrication, de la commercialisation et ceux de la vente. On retrouve donc chercheur en laboratoire, cosmétologue donc qui est chargé de la création et de la formulation des produits cosmétiques, chef de produit, vendeur en cosmétique, conseiller en cosmétique, chimiste, directeur de magasin ou encore chargé de développement et des promotions de vente. Et pour l'esthétique? Alors, il y a également plusieurs types de métiers, des métiers de soins purs, des métiers plus scientifiques et des métiers de vente et de conseil, comme par exemple assistant commercial, assistant marketing, conseiller en images ou en beauté, esthéticienne, formateur beauté, masseur, manager, prothésiste et styliste ongulaire ou encore vendeur. Quelles sont les formations pour travailler dans le secteur de la cosmétique et de l'esthétique? Alors, les formations sont variées et de niveaux différents. Alors, une formation courte sera demandée pour les métiers du soin, mais des études plus longues seront nécessaires pour les métiers de la recherche, par exemple. Alors, il existe le CAP esthétique, une formation en 2 ans, accessible après la 3e. Les élèves pourront apprendre les différentes techniques de soins du visage, du corps, d'épilation ou encore de modelage. Le brevet professionnel esthétique, c'est un diplôme qui complète la CAP. La formation dure 2 ans et vous allez apprendre des notions supplémentaires, notamment en gestion et en comptabilité. Il existe le bac pro esthétique, cosmétique, parfumerie. Après la 3e, vous pouvez intégrer cette formation pour 3 ans. Il y a également le BTS esthétique ou cosmétique en 2 ans après le bac. Et vous pouvez également faire des BTS scientifiques pour travailler dans les métiers de la recherche ou la production de cosmétiques en laboratoire. Et vous pourrez retrouver également la licence professionnelle, les masters en cosmétique et esthétique ou encore des formations professionnelles. Comment se porte l'industrie de la beauté? Alors, la filière de la cosmétique recrute 15 000 personnes cette année. C'est plus que la pharmacie et autant que l'aéronautique. C'est une pénurie de certains profils, notamment dans l'encadrement de la production et de la maintenance industrielle. Pourtant, pour l'année 2022, le marché de la cosmétique et de l'esthétique a été en pleine métamorphose. Pour faire face à la crise sanitaire, le secteur s'est appuyé sur le digital et le e-commerce, donc la vente en ligne. Le chiffre de la beauté a augmenté de plus de 73%. Le secteur essaye de se développer avec les nouvelles tendances et les nouvelles technologies. Depuis quelques années, les demandes en soins esthétiques ne cessent d'augmenter. Les personnes qui se rendent d'ailleurs le plus régulièrement en institut sont les 35-44 ans, juste devant les 15-24 ans. Et ceux qui dépensent le plus en produits de beauté et d'hygiène sont les 15-24 ans avec un panier moyen de 170 €. Et grâce aux réseaux sociaux, les influenceurs ou les youtubeurs n'hésitent pas à partager leur expérience et proposer des tutoriels. Et il ne faut pas oublier les hommes qui prennent de plus en plus soin d'eux, qui achètent de plus en plus de la cosmétique et qui sont de plus en plus nombreux à aller en institut. Je suis dans la cible, je sais, à 44 ans. Marc, c'est un ours. Ouais, mais voilà. Et un ours mal léché, et on peut tout à fait le comprendre. Il a été enfermé, écoutez bien, pendant 20 ans dans une cage à côté d'un restaurant. Tout ça se passe en Albanie. Alors pourquoi je précise que l'ours était gardé près d'un restaurant? Parce que figurez-vous qu'il était utilisé pour distraire les clients du restaurant. Mais on s'en occupait un peu quand même de l'ours. On s'en occupait mal. Il était mal soigné, en mauvaise santé, et on ne lui donnait pas une alimentation adaptée non plus. Et je vous parle de Marc, mais il avait une sœur, Lisa, qui n'a pas survécu. Oh. Voilà, donc toute cette histoire, je l'ai apprise grâce au Petit Quotidien, qui écrit que l'ours Marc n'a pas arrêté de pleurer la mort de sa sœur ours pendant plusieurs mois. Ça m'a fendu le cœur. Donc voilà. Et sa santé s'est détériorée, il était devenu agressif et il avait mal partout, Marc. Ça vous ressemble pas cette histoire? Normalement, ça se termine bien, vos histoires. Et bien sûr que ça se termine bien. Vous savez que j'aime les belles histoires, les animaux. Bien sûr que ça se termine bien. Hors de question de laisser l'ours Marc comme ça. Il a été secouru, examiné par un vétérinaire, puis transporté en camion jusqu'en Autriche. Et là, il vit sa meilleure vie. Il y a une forêt des ours, un sanctuaire spécial pour les ours. Il a mis un peu de temps à s'adapter parce qu'il n'avait jamais connu la liberté. Mais tout va bien maintenant, il est en pleine forme et il s'habitue peu à peu à sa nouvelle vie. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous étions heureux d'être avec vous comme chaque jour. Canal 247 sur les Freebox pour nous retrouver, schooltv.com bien entendu. Et toute l'équipe de School TV, un grand merci. En particulier aujourd'hui, Théo Boscar à la réalisation, Saïd Mamou au son, Laure Audemont au maquillage, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac. Très bonne soirée à tous. Ciao.